LCP, Assemblée nationale, en partenariat avec la MGEN, présente État de santé. Bonjour à tous, vous avez la vie empoisonnée par le bruit des avions, par le bruit des voitures, par le tapage des voisins. Ne vous laissez pas faire, il y a des solutions. Ça c'est un sonomètre, c'est ce qui permet de mesurer l'intensité sonore, c'est-à-dire très précisément le nombre de décibels dans un endroit précis. Pour vous donner une idée des dégâts que ça peut causer sur la santé, regardez cette échelle. À partir de 80 décibels, c'est l'aspirateur, c'est fatigant. À partir de 85 décibels, c'est la tondeuse à gazon, ça peut rendre sourd. Et alors au-delà de 120 décibels, c'est l'avion au décollage, c'est le marteau-piqueur. On peut ressentir alors des douleurs physiques. Et c'est en toute logique, au bout de cette impasse au calme, que Bruit Paris s'est installé. Bruit Paris, c'est l'organisme qui mesure en Île-de-France le bruit. Le bruit, c'est le deuxième facteur environnemental en termes de dommages sanitaires selon l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé. Bonjour Fanny Metlikli. Merci de nous recevoir ici à Bruit Paris, cet organisme que vous présidez. Et grâce à vous, on va tout savoir des dégâts du bruit sur la santé. Fanny Metlikli dirige l'Observatoire du bruit en Île-de-France depuis 2005. Ingénieure en physique, elle a d'abord travaillé sur la qualité de l'air dans le cadre de l'association Air Paris. Aujourd'hui, elle a pour mission d'évaluer le bruit en région Île-de-France et d'accompagner les communes dans la mise en place de plans de prévention pour réduire le bruit dans l'environnement. Fanny Metlikli, c'est quand même assez sidérant de voir qu'il y a 2/3 des Français qui sont gênés par le bruit. Ça fait quand même 40 millions de personnes et on n'en entend jamais parler. Enfin, si je puis dire, c'est vrai. Tout à fait, tout à fait. Vraiment, le bruit est un facteur de gêne qui est très présent dans la population française, mais les gens sous-estiment en fait son effet sanitaire. Donc on se retrouve avec des nuisances sonores qui sont largement reconnues, les gens se plaignent, mais on ne sait pas comment traiter ces nuisances et surtout les pouvoirs publics sont assez désarmés et sous-estiment aussi le problème de santé publique que ça représente. Parce qu'effectivement, le bruit, on se dit c'est un problème de qualité de vie, c'est gênant, etc. Mais on ne fait pas le lien direct avec la santé. Oui, c'est ça qui est fascinant. Voilà. Alors, c'est bien, le lien avec la santé, il est relativement bien fait dans le domaine de l'audition, parce que depuis longtemps, on sait que le bruit cause des problèmes sur l'audition, notamment au milieu professionnel. Mais tous les autres effets du bruit qui sont bien présents et qui commencent à être bien connus sont sous-estimés. Alors, ça va des troubles du sommeil à la gêne, en passant par les manifestations sur le système cardiovasculaire, les difficultés d'apprentissage aussi chez les jeunes, lorsqu'il y a du bruit aux abords d'une école, c'est clair que c'est plus difficile de se concentrer. Donc on a tout un tas de manifestations qui sont dites extra-auditives du bruit, qui sont difficiles à évaluer parce que généralement le bruit n'est pas non plus la seule cause d'une pathologie. Et puis ça se combine. Voilà. Et ça se combine. Et donc on a du mal à quantifier les choses, mais néanmoins c'est bien présent. Ouais. Et pour preuve, je vous propose qu'on regarde tout de suite ce reportage qui montre des personnes gênées par le bruit au quotidien et dont certaines tombent malades. Reportage. C'est comme cela tous les soirs ou presque. Des centaines de personnes se regroupant pour un concert. Rien de plus normal, tout est légal. Mais malgré tout, la musique, ça fait du bruit. Un peu trop pour certains voisins, comme Magali par exemple. Alors voilà, là en face, le Zénith. Une présence qui la dérange au point qu'elle milite dans une association depuis presque 10 ans. Objectif, tenter de mobiliser la préfecture de police pour faire cesser le bruit. Alors ça, ce sont vos plaintes. Oui, ce sont mes plaintes. Vous voyez qu'elles s'accumulent. J'ai pris le parti d'envoyer une plainte chaque fois que, pratiquement chaque jour, il y a une nuisance sonore ici. Donc j'envoie une plainte régulièrement.
Mais très peu d'entre elles aboutissent. Pourtant, le bruit rend la vie de Magali très difficile. Ne pas dormir, c'est une chose, mais ne pas dormir parce que vous êtes constamment ébranlé par ces espèces de basses, ces booms, c'est terrible. C'est ça. Nerveusement parlant, c'est insupportable. Épuisée nerveusement, Magali a fini par se sentir mal. Au bout de quelques années, sa santé s'est dégradée. Les scientifiques le savent bien, le bruit n'est pas sans impact sur la santé. Moi, ça m'a saisi, ça m'a choqué, ça m'a ébranlé, à un point tel que j'ai commencé à avoir des maux de tête, à avoir des palpitations. Et puis surtout, depuis, ce que j'ai, c'est une espèce d'oppression. J'ai l'impression que je n'arrive pas à respirer à fond. Face à ce constat, la prescription des médecins est désarmante. Elle doit déménager pour aller mieux. Mais pour le moment, elle ne veut quitter ni son appartement, ni son quartier. Ces symptômes, nous pouvons presque tous en être les victimes, parce que nous sommes tous exposés au bruit, du moins les habitants des grandes villes. Petit test pour vous le prouver. Bruit du périphérique, 75 décibels, soit 15 décibels de plus que le seuil acceptable pour les oreilles. Centre de Paris, 77 décibels, 17 de trop. Le métro, 76 à 80 décibels, là encore c'est beaucoup trop. Des niveaux qui provoquent de grandes fatigues nerveuses. Et ces niveaux de bruit ont un impact sur la santé publique. 43% des Français se disent gênés par le bruit. Pire encore, le bruit au travail, surtout dans l'industrie. C'est là que nous sommes le plus exposés. Dans cette imprimerie, même si le bruit fait partie du métier, l'entreprise a décidé de le combattre pour limiter les risques de maladie. Elle est aidée par l'Europe, qui s'est aussi emparée du problème. La directive européenne de 2003 fixe des règles strictes afin de prévenir des risques d'exposition au bruit. 80 décibels est un maximum à ne pas dépasser. Du coup, dans l'imprimerie, des murs anti-bruit ont donc été installés pour isoler les presses. Une dépense importante, 150 000 € par machine cloisonnée. Et c'est la caisse d'assurance maladie qui se charge d'accompagner et d'encadrer les entreprises. Pascal Verdier, contrôleur de gestion à la Caisse régionale d'assurance maladie, vient aujourd'hui inspecter les travaux d'isolation acoustique réalisés pour isoler les rotatives. Bonjour M. Verdier, comment allez-vous? Très bien. Alors enfin les travaux sont écoutez, terminés. voilà, les travaux sont terminés, hein, donc on est arrivé Au résultat véritablement, escompté. voilà, tout à fait, hein, puisqu'on est en dessous des 80 décibels autorisés. Donc, puis vous voyez, on n'a pas besoin de crier pour se parler, donc je pense que les... Non, à Voilà. partir du moment où on peut se parler à peu près distinctement, c'est qu'on est sûr qu'on est en dessous de 80 décibels là. Donc Tout à fait. je pense que c'est tout à fait probant. Hein. Voilà. Belle réussite. Voilà. Bah, écoutez, donc, Pour aider l'entreprise à investir dans la mise en place de ces murs anti-bruit, la moitié du montant des travaux a été pris en charge par l'assurance maladie. Monsieur Verdier, Oui. Un investissement logique, car c'est le meilleur moyen de prévenir les risques de maladies professionnelles. Lorsqu'on parle de nuisance bruit en milieu industriel, tout naturellement, on peut parler surdité professionnelle. Et la surdité professionnelle est une maladie professionnelle reconnue et qui aura une répercussion, directe ou indirecte, sur le montant de la cotisation accident de travail, maladie professionnelle que paye l'entreprise. La surdité coûterait chaque année 100 millions d'euros aux employeurs. Mais ce n'est pas tout. Moins de bruit, c'est également plus de compétitivité. Le bruit étant un élément perturbateur et extrêmement fatigant, on a un retour sur investissement entre guillemets par rapport aux prestations de nos opérateurs qui fonctionnent dans des conditions optimales. Depuis 1963, le bruit est reconnu comme un risque professionnel à part entière. Mais son impact sur la santé reste toujours difficile à estimer. Pourtant, il serait le 4e facteur de maladie professionnelle en France. Fanny Metlikli, on voit bien, on va revenir à Magali si vous voulez bien. Au début du reportage, on voit bien cette femme de 78 ans, elle se bat depuis 9 ans, elle a déposé 30 plaintes, il n'y en a qu'une seule qui a abouti. Finalement, elle n'a plus qu'à déménager. On ne va pas fermer le Zénith. C'est ça le problème du bruit. C'est où commence finalement ce qui est tolérable et ce qui ne l'est pas. C'est très subjectif, donc c'est très compliqué à régler. Oui, les questions de bruit sont généralement très compliquées. C'est assez symptomatique en effet de ce que vivent les Français lorsqu'ils ont des problèmes de bruit. Ce sentiment d'impuissance que les victimes de bruit expriment, et puis sentiment d'impuissance aussi du côté des pouvoirs publics, parce qu'en effet, les sources de bruit sont diverses.
Dans le cadre du Zénith, par exemple, il y a une réglementation qui s'applique qui diffuse de la musique amplifiée. Donc généralement, cette réglementation, elle est bien appliquée au niveau du lieu. Oui. Par contre, ce qui génère les sources de bruit multiples, c'est le fait qu'il y a des gens qui viennent, qui en ressortent du Zénith, il y a des attroupements, ça devient un lieu festif. Fête, les gens ont envie d'être dans le parc de la Villette, à discuter, à continuer à faire la fête. Donc c'est vrai que on trouve à partir d'une source de bruit, on en trouve des multiples sur lesquels on n'a pas prise. On ajoute quelque chose qui est nouveau par rapport au bruit aussi, c'est qu'aujourd'hui dans les chambres, il y a tous les appareils qu'on met. Notamment, on sait maintenant que beaucoup de personnes dorment avec leur téléphone allumé, il peut y avoir des alertes, on peut les appeler. Ça, c'est quelque chose de nouveau. Les ordinateurs aussi qui font du bruit. C'est nouveau aussi. Ça. Dans des espaces confinés, il y a aussi ces bruits qui s'imposent. C'est clair que c'est très mauvais. Il faut avoir le réflexe de laisser son téléphone portable dans une autre pièce parce que... inconsciemment, le cerveau se dit je peux être réveillé par ma sonnerie, mon SMS qui arrive, mon petit bip. Donc c'est très très mauvais. Il faut vraiment prendre l'habitude de laisser ces appareils en dehors de la chambre à coucher. En plus de ça, il y a en général tous ces appareils, ils génèrent aussi des lumières. Et les lumières, c'est pas bon non plus pour dormir. Donc ça vient se cumuler. Et donc il faut vraiment bannir. Alors, ça c'est de la discipline individuelle. Là, bruit Paris, où les pouvoirs publics n'ont pas leur mot à dire. Voilà. On va revenir à Magali, donc avec son problème de zénith. On pourrait parler des personnes qui vivent aussi au bord des routes. Alors là, à part déménager, qu'est-ce qu'on peut faire en termes, par exemple, de construction ? Parce qu'on ne va pas arrêter les voitures et on ne va pas non plus arrêter ou empêcher les gens de venir faire la fête autour du Zénith. Alors, est-ce que la solution, elle est dans la norme de construction ? Alors, il y a plusieurs choses pour lutter contre le bruit. Le premier axe, évidemment, c'est de travailler à la source, donc de limiter les nuisances sonores à la source, diminuer le bruit de la circulation lorsque c'est possible, diminuer le bruit qui va sortir d'un lieu musical comme le Zénith. Ça c'est évidemment le plus efficace. Alors, le pire en termes de bruit, évidemment, on disait au début de l'émission, c'est l'avion qui décolle. Alors, toutes ces personnes qui vivent près des aéroports, là, il n'y avait pas eu de prévention, près de Roissy, par exemple, je crois que le Grenelle de l'environnement avait décidé de faire voler les avions plus haut pour essayer de faire baisser les décibels. Est-ce que ça a été fait ? Alors, les altitudes, en effet, d'approche des avions ont été relevées de l'ordre de 300 mètres aux abords de Charles de Gaulle. Donc, ça a eu des effets parfois positifs pour certains secteurs et parfois négatifs pour d'autres, parce que ça s'est accompagné, en fait, cette mesure d'une modification des trajectoires. En fait, les avions qui arrivaient sur la... il fallait... Et maintenant, si vous voulez, les trajectoires sont repoussées un peu plus à l'ouest, donc survolent des zones qui auparavant étaient plus ménagées. Alors, on disait tout à l'heure que le bruit avait des conséquences physiologiques, bien sûr, et puis des conséquences au-delà, évidemment, en termes de stress, de dépression. Aujourd'hui, 3 millions de personnes souffrent des acouphènes, un acouphène ou 2 acouphènes, en fonction du nombre d'oreilles touchées. Écoutez, c'est un reportage signé Camille Leca. Marseille, sa mer, son soleil et ses cigales. Un bruit agréable pour la plupart d'entre nous, sauf pour certains patients de cet institut. Pour eux, le chant des cigales ressemble plutôt à cela. Un sifflement désagréable appelé aussi acouphène. 8 millions de Français doivent vivre avec. Et pour certains, comme cet ancien musicien professionnel, c'est une épreuve. Mais votre vie s'arrête. Voilà. Parce que plus de métier, c'est très dur, vous ne pouvez plus aller manger au restaurant. Vous ne pouvez plus aller au cinéma. Sortir dans la rue, c'est l'enfer. J'en parlais, je sais pas, au Lino, quoi. C'est rigolo. J'habite en Provence. Les cigales, ça m'insupporte. Même les cigales sont difficiles à entendre. Il faut dire que ces acouphènes se doublent d'une hypersensibilité au bruit, un mal commun chez les acouphéniques. Les acouphènes sont très répandus chez les musiciens professionnels. 3 sur 4 en souffriraient. Parmi eux, Beethoven ou encore le chanteur anglais Sting. Frédéric a tenté tous les soins proposés par l'Institut, mais rien n'y fait. Aujourd'hui, seules ses consultations psychiatriques l'aident un peu à atténuer ses souffrances. Mais c'est relativement physique, mais c'est aussi le cerveau, quoi. Même, j'ai pas l'habitude de chercher mes mots,
C'est bizarre, quoi. Avant, moi, je pense avoir une excellente mémoire des chiffres. Tout ça. Maintenant, on me donne le numéro de téléphone et il faut que je le lise 40 fois pour le retenir. Comme la plupart des malades, Frédéric souffre de dépression. Sur les 6000 patients de cet institut, 2 cas de suicide ont même été dénombrés ces 6 dernières années. Merci. Son mal semble sans solution. J'ai besoin de rester dans un silence. Mais le paradoxe de tout ça, c'est que quand vous restez dans le silence, c'est les acouphènes qui prennent le dessus. Vous vous en sortez plus, quoi. Mais j'ai plus pu reposer les mains sur un piano depuis juillet 2010. Les conséquences de cette pathologie peuvent donc être dramatiques. Pourtant, chaque année en France, 400 000 nouveaux cas d'acouphènes se déclarent. 3/4 d'entre eux ont moins de 30 ans, comme Frédéric. Ce jeune réunionnais a été victime d'un traumatisme sonore, une des nombreuses manières de déclencher les acouphènes. En venant ici, il espère pouvoir atténuer ces bruits douloureux qui le gênent dans sa vie quotidienne. Je suis plus sur un chuintement à droite et un son pur à gauche, et j'ai des cliquetis dans l'oreille gauche. Quand je suis très fatigué et que l'acouphène est très fort, il est stabilisé, donc il n'y a pas de phénomène de cliquetis. Mais des fois où je suis très concentré sur quelque chose et que je l'ai un peu oublié, là j'ai un cliquetis sur l'oreille gauche. Je l'entends bien sur de tic-tic-tic-tic-tic-tic, assez... Bizarrement, les acouphènes se répandent, surtout chez les jeunes. En fait, la plupart sous-estiment les dangers liés au bruit. Pourtant, dès qu'un son dépasse les 90 décibels, l'oreille est en situation de risque, ce qui est le cas avec un lecteur MP3, en boîte de nuit ou à un concert. Plus de 9 spectateurs sur 10 y vont pourtant sans protection. Je trouve encore à ma table de consultation des gens ignorants, des jeunes, les très jeunes, 18 ans, les ados, ils ne savent pas du tout. Même ils sont capables d'écouter pour se faire, par défi ou par plaisir, des sons très forts. Voilà, moi j'écoute des ultrasons à 8000 Hz ou allez, à 130 décibels. Bon, ils ne savent pas que ça peut être des lésions irrémédiables. Et souvent, cela se termine à l'hôpital. Alors on commence d'abord l'audiométrie classique que vous connaissez. Vous dites oui, à chaque fois que vous entendez un petit bip, je commence par l'oreille droite. Grâce à cet examen, le médecin va pouvoir déterminer à quelle fréquence se situe l'acouphène. Oui. Et surtout, à quoi ressemble ce bruit que personne n'entend. Alors voilà pour la première proposition. Ça serait le ressemblant ? Ouais. Car l'acouphène est un son fantôme que seul le patient entend. Difficile à traiter donc. Pour le directeur de l'Imerta, cela rend cette pathologie et ses traitements méconnus du corps médical. On entend encore trop souvent dire il faut s'habituer, il faut vivre avec. Et ce message-là, lorsque on connaît le désespoir que les acouphènes peuvent entraîner, est un message terriblement négatif qui peut amener certains patients à avoir des comportements qui sont dangereux et pour lesquels il faut se battre pour changer radicalement le discours qui est tenu aujourd'hui. Car soigner est possible, mais difficile. Ainsi, Frédéric a consulté tour à tour un stomatologue, un neurologue, un ORL, un cardiologue et même passé des radios. Mais parfois, ça marche. L'Institut arrive à guérir 10% des 1000 patients accueillis chaque année et à atténuer l'intensité des acouphènes dans près de 60% des cas. Un message d'espoir pour les millions d'acouphéniques en France. Fanny Mieteklis, c'est terrible ce qui arrive à ce musicien qui est devenu phonophobique. Je veux dire que j'ai appris un mot aujourd'hui, hyperacousique. Quelle est la différence? D'ailleurs, il est hypersensible au bruit. Il ne peut plus supporter la moindre petite variation de bruit dans son oreille, c'est ça? Oui, il devient hypersensible en effet au bruit, c'est-à-dire qu'il perçoit les sons de l'environnement de manière vraiment très amplifiée par rapport à quelqu'un qui a une sensation normale. Donc ça pose évidemment de gros problèmes à ces personnes, puisqu'elles se retrouvent coupées du monde. Elles ne peuvent plus fréquenter les transports en commun, les restaurants, les salles, aller au cinéma, aller évidemment voir un concert, même se retrouver à prendre un pot dans un bar. Donc du coup, c'est très difficile à vivre. Ils se coupent de leurs amis, parce qu'ils n'ont plus de vie sociale normale.
Et donc certaines personnes finissent en effet par devenir dépressives et parfois oui. il y a des cas. On ne sait pas où est la dramatiques. poule, où est l'œuf, mais en tout cas c'est absolument insupportable. Ça devient insupportable. Beaucoup ne peuvent plus travailler. Donc, alors l'acouphène ou les acouphènes, il y a donc certains malades assez légers qui peuvent être traités par le médicament. Sinon c'est donc une approche psychologique maintenant qui est privilégiée et on va apprendre aux gens à vivre avec ces bourdonnements permanents. De s'adapter, d'accepter. C'est le corps qui va s'adapter à l'environnement. C'est important d'accepter déjà ces manifestations, ces sons qu'on entend qui n'ont pas d'existence réelle. Donc c'est vrai qu'au début c'est déjà un gros effort d'arriver à comprendre, savoir déjà que d'autres personnes souffrent de la même pathologie et puis essayer d'accepter parce que ça participe en effet au fait de diminuer après la perception de ces sons. Donc les conseils pour se protéger, évidemment, c'est déjà pour les jeunes qui écoutent des baladeurs, c'est de mettre le volume sonore à peu près au milieu, enfin placer le curseur au milieu, ne jamais mettre à fond, d'essayer d'écouter. Sur les casques, on ne l'a pas. Non, mais en général, c'est quand même indiqué maintenant. Et puis sur la plupart des baladeurs, il y a des petites informations pour dire attention, l'écoute prolongée. La réglementation, la prévention. En France, on a quand même une réglementation pour les baladeurs qui interdit la mise sur le marché de baladeurs qui diffuseraient des niveaux sonores trop élevés. Donc c'est limité à 100, au-delà de 100 décibels. D'accord. Néanmoins, 100 décibels, c'est énorme. Énorme. Voilà. Il y a des études à l'heure actuelle qui montrent par exemple qu'un lycéen sur 10 a déjà des problèmes d'audition, à des degrés plus ou moins... 1 sur 10 en sortant du lycée. C'est le double. Non, à l'heure actuelle, quand on fait des tests sur les lycéens, on a à peu près 1 sur 10 où on détecte déjà un petit problème d'audition. C'est le double d'il y a 10 ans. Waouh! Voilà. Venez ici, 9 impasse Milord, dans le 18e à Paris, vous faites essayer votre baladeur. Si vous êtes dans le coin, vous verrez s'il est dangereux ou pas. Ça, c'est important. Le bruit, c'est un enjeu de santé publique. On ne le dit pas assez en France. Est-ce que vous estimez que le pouvoir politique n'est pas assez conscient de cette nuisance qui fait partie des premiers polluants? Oui, nous, on en a bien conscience. On se bat d'ailleurs en tant qu'observatoire du bruit pour faire reconnaître davantage ces problématiques. Parce que c'est vrai que jusqu'à présent, le bruit est surtout perçu comme une atteinte à la qualité de vie, mais pas comme un risque, un enjeu de santé publique. Et du coup, les pouvoirs publics ne se mobilisent pas tellement sur ce sujet-là. Et donc, il faut absolument informer, apporter des éléments de connaissance pour que les gens puissent agir. Parce que les solutions existent, notamment sur le bruit des transports. À ce sujet, je vous propose qu'on écoute tout de suite Christophe Bouillon, qui est un député socialiste, vous le connaissez, et qui tempête, lui, contre le fait que la France n'a pas mis en œuvre une directive de Bruxelles qui, précisément, nous oblige à faire de l'évaluation du bruit. C'est le début, normalement, de la solution. Regardez. Cette directive, elle dit quoi? Elle dit qu'il faut, dans les agglomérations, avoir des cartographies du bruit, c'est-à-dire, en gros, identifier quels sont les endroits liés au trafic, notamment sur la route, sur le fer ou le trafic aérien, qui génèrent le plus de difficultés. On définit même ce qu'on peut appeler les points noirs, c'est-à-dire les endroits où vraiment, au regard de l'intensité du trafic, il y a un niveau sonore qui est beaucoup plus important qu'ailleurs. Mais attention, cette cartographie, elle est figée. Pour autant, il faut qu'à partir du moment où on connaît bien les points noirs, eh bien, on y apporte des réponses. On dit comment on fait pour soit mieux isoler les bâtiments qui sont à proximité de ces points noirs, soit faire en sorte à ce qu'on ne rajoute pas la difficulté à la difficulté. Voilà donc Christophe Bouillon, qui plaide pour votre paroisse, si je puis dire. Est-ce que la difficulté justement qu'on a en France à se saisir du sujet, c'est pas parce que les solutions, quand même, sur les transports, sont très coûteuses? Faire des murs anti-bruit, couvrir un périphérique, tout ça, ce sont des chantiers phénoménaux. Oui, alors c'est vrai pour les solutions de rattrapage. Mais il y a quand même beaucoup de solutions qui peuvent être mises en œuvre à la source, que ça soit des solutions plus ou moins coûteuses, mais
Le changement de revêtement de chaussée, par exemple, c'est pas énorme en termes de coût par rapport à un revêtement classique. On estime que refaire le bitume de l'autoroute, par rapport à un revêtement classique, on estime que le surcoût est de l'ordre de 30 à 40%. Donc c'est quand même acceptable par rapport au bienfait que ça apporte après en termes de diminution des nuisances sonores. Il y a d'autres solutions qui ne sont pas du tout coûteuses. Baisser les vitesses. On sait que ça agit sur le bruit. Après, c'est une question d'acceptation, notamment par les conducteurs, de lever le pied, de rouler un peu moins vite, d'accepter de perdre un tout petit peu sur leur temps de déplacement, leur temps de parcours. Voilà, donc néanmoins, ce sont des solutions qui ne sont pas très coûteuses et qui permettent de diminuer à la source le bruit, ce qui est toujours plus efficace que d'agir après en palliatif, en essayant de trouver des alternatives, construire des murs anti-bruit, des couvertures de périphériques, qui là on rentre dans des sujets en effet qui sont très coûteux. Donc c'est vrai qu'on on pousse beaucoup pour que le bruit soit reconnu comme un véritable enjeu de santé publique. On sait qu'au niveau européen, maintenant, le bruit est reconnu par l'OMS comme le deuxième facteur environnemental de dégradation de la qualité de vie des Européens. Donc c'est important de se mobiliser sur ce sujet. Merci beaucoup Fanny Metikli. On n'a pas pu tout dire, bien entendu. On peut se reporter sur votre site, bien sûr, dont on voit l'adresse là sur l'écran. Le site, où on aura toutes les informations sur le bruit, les conséquences, les causes, les solutions, bien sûr. Nous, on se retrouve très bientôt pour un nouveau numéro d'État de santé. Au revoir.